Bonjour, bienvenue à Nevers-Manicourt pour le 66e bol d'or. Les Suzuki ont signé les pole positions avec notamment Belle, Dussauge et Gimbert. Nous allons commenter cette épreuve durant tout le week-end avec Hervé Moineau et Philippe Monneret qui est sur la pit lane. Oui, Rémi, en effet, archi favori, mais c'est vrai que c'est justement la force des courses de 24 heures. C'est vrai que le Team CERT a énormément de métiers, beaucoup de titres, beaucoup de victoires, mais justement, c'est ce qui va nous permettre un petit peu de vibrer pendant ce bol d'or. C'est que rien n'est fait, moindre petite erreur coûte cher, et c'est vrai que Dominique Mélian qui a plus de 20 ans de management sur ces épreuves très difficiles, doit pas être si sûr que ça de lui, c'est-à-dire qu'il est très inquiet, il doit être prêt à toute intervention et c'est vrai que tout est possible, il y a beaucoup de très bonnes motos, beaucoup de très bons teams. C'est vrai qu'on était un petit peu en retrait d'essais chronométrés, on n'avait pas une moto parfaite malgré les pré-essais qu'on avait fait. Mais depuis, on a énormément travaillé sur la moto et on a retrouvé une moto facile à piloter, assez homogène durant le warm-up. Donc on est très confiant pour la course. Alors justement, à part l'autre Suzuki du CERT, quelle machine vous craignez le plus sur ce bol d'or? Je crois que la 94 a prouvé dans le passé qu'ils ont un team très performant, un équipage très homogène. Bon, il ne faut pas oublier non plus la 17, la 15, il y a beaucoup de motos qui peuvent être là, qui seront de toute façon en arrière-plan à attendre le moindre faux pas d'une usine. Bon, et c'est vrai que la rivalité, je pense qu'elle va rentrer dans le team Suzuki malheureusement entre la 1 et la 2, mais bon, c'est la haut de la course, c'est déjà comme ça au Mans, bon voilà. Merci Christian Lavieille. Alors ce 66e bol d'or, c'est une épreuve du Masters d'endurance, ça a été créé cette année, il y a les 24 heures du Mans, les 24 heures de Liège, les deux courses ont été gagnées par Suzuki, c'est vrai qu'ils sont favoris, vous l'avez entendu, hein, ils redoutent, votre copain Christian Lavieille, Hervé, surtout l'équipe de Christophe Guyot, donc une autre Suzuki. Voilà, tout à fait, hein, donc des teams forts, hein. C'est vrai qu'en interne, il y a les deux Suzuki du team CERT qui sont vraiment très efficaces et n'oublions pas l'équipe très bien rodée du team de Christophe Guyot avec des pilotes très performants et c'est vrai qu'elle ne manquera pas de profiter d'un moindre erreur. On verra d'ailleurs en début de course que sur les premiers tours de ce bol d'or, elle ne sera pas très loin de la tête. Beaucoup de monde, en tout cas pourquoi? Parce que notamment il fait un grand soleil depuis hier, il faisait 22-23 degrés, des conditions idéales lorsqu'on est pilote moto pour tourner. Petit de frein, mais là je crois qu'on a tout résolu, on a tout modifié, ça va être génial je pense. Merci Michel, et la 44 Rémi qui repart. Oui, alors... Il a gagné déjà 2 fois les 24 heures du Mans, il a roulé sur Honda, maintenant il est Suzuki, il a été très rapide sur ses essais chrono. Rémi, oui, avec qui je suis? Avec votre ancien manager. Oui, voilà, Jean. On aperçoit des supporters Suzuki dans les tribunes, ils ont de fortes chances de voir leur machine s'imposer, notamment par la Suzuki du CERT ou pourquoi pas celle de Sébastien Scardato qu'on aperçoit ici sur la gauche de votre écran, le Scardator, pilote traditionnel de l'équipe de Christophe Guyot sur la 94, l'équipe du département du Val-de-Marne. Alors on va vous donner le classement des 10 premiers pour ce 70e bol d'or qui se court par écurie de 3 pilotes. Donc en épi de départ, Belle, Dussauge et Gimbert sont en pôle, Scardato, Coste et Giovanni Busset en deuxième temps, Lagrive, Denis Chal et Vincent Philippe troisième temps sur la Yamaha, puis Lavieille, Morrison et Dobé quatrième, ensuite Delétan, Hollon et Jörg Teuchert, l'allemand ancien champion du monde super sport, sixième Sébilo, Dorgex et De Voyon, parce que Morera s'est blessé sur la Kawasaki lors des essais. Allez, on a vu le panneau 30 secondes dans quelques instants maintenant, le départ de ce 66e bol d'or. Les pilotes prêts à s'élancer, à traverser l'adrénaline à son maximum. Voilà, c'est parti pour 24 heures. Le sprint à pied tout d'abord. Et puis ensuite, important de prendre un bon départ, de se mettre en valeur, notamment pour ceux qui veulent se montrer devant les caméras de télévision. Hervé Moineau. Oui, c'est très important. Puis je pense que tout le public venu nombreux sur le circuit de Manicourt va forcément vibrer sur ces premiers tours de roue où les pilotes ne vont rien laisser. Mais ils vont pas prendre tous les risques. La course est longue. Mais il y a une machine qui n'est pas partie. Oui, une machine poussée d'ailleurs par l'un des mécaniciens qui ne veut pas démarrer, qui a dû caler certainement au départ. Philippe qui est au bord du muret pourra peut-être nous préciser le numéro de cette moto qui n'a pas voulu partir. C'est parti en tout cas pour 24 heures, ça devrait être une superbe édition avec des conditions climatiques exceptionnelles. A priori la machine de Christophe Guyot semble être en tête, donc Sébastien Scardato aurait réalisé le all shot comme souvent. C'est son habitude, excellent pilote à se mettre en action très rapidement. Notez que sur la Honda fixe, c'est Bertrand Stey qui a pris le départ. Ancien pilote de Superbike en mondial cette saison dans l'équipe Wet Endurance. On voit que tout se passe sans incident.
c'est vrai que c'est toujours un petit peu à craindre, hein, parce que c'est quand même un peloton. Et d'ailleurs, il y a une chute. Ah, il y a juste une chute, mais à la sortie de 180 degrés, donc le pilote est tombé sol. Heureusement, il n'emmenait personne. Le premier tour est effectué. Ça y est, on voit que déjà les hommes forts sont aux avant-postes. Et là, ils vont rentrer dans la courbe très rapide qui précède la longue courbe d'Estoril, où les machines vont arriver sur la longue ligne droite du circuit de Manicourt. Et a priori, la Yamaha qui se comporte très très bien, la machine de Jean-Marc Delétang, qui fait équipe ce week-end avec Ludovic Collomb, ancien pilote de Superbike, qui sont en tête avec Jörg Teuchert, également pilote qui a été champion du monde en Supersport, qui a été recruté par Martial Garcia. La Yamaha qui est en tête pour l'instant devant la machine de Sébastien Scarnato. Tout à fait, on voit 4 machines qui ont déjà fait un petit peu le trou, et la dernière est la machine du Junior Team, hein, qui est en 4e position avec un écart très faible, puisqu'en fait là les machines n'ont pas encore réellement creusé un écart important sur le peloton. Bon départ également de Bertrand Stey sur la machine de l'équipe d'Afix. Allez, Sébastien Scarnato qui a repris le commandement. Les pilotes sortent du fameux 180 degrés, une petite roue arrière, on en a vu un petit peu pour remettre la machine dans l'axe, pour rejoindre la courbe très technique, la courbe d'Imola qui précède le château d'eau. Donc vous voyez, un endroit du circuit un peu difficile pour les pilotes, ils plongent sans visibilité, ils arrivent sur le château d'eau, donc un long droit qui commande un petit peu le retour sur les stands avec la chicane. Alors ce départ, c'est bien sûr un petit peu comme un départ de Grand Prix, hein. Pour l'instant ils sont tous ensemble. Il y a eu certaines éditions d'ailleurs au bout d'une heure de course, on avait encore 6 équipages simplement séparés de 15 secondes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on voit bien là, sur ces images que les machines se valent, hein, au niveau des performances. Hein. C'est vrai que les Suzuki sont nombreuses. Il y a pas mal de Suzuki devant, mais la Yamaha R1 se comporte vraiment très bien. Philippe Modret dans les stands. Oui, je suis avec Christophe Guyot. Alors Christophe, ça se passe très bien en début de course pour votre machine. Vous montrez dès le départ que vous êtes parmi les favoris. Surtout que chez Dominique Meillan, vous êtes extrêmement craint. Oui, et ça c'est forcément une très grande fierté pour nous, parce que Dominique Meillan, c'est vraiment la référence absolue en endurance, et de savoir qu'on l'inquiète, qu'il nous regarde, qu'on est là, il ne peut pas savoir si on n'est pas en mesure de remporter devant lui. C'est déjà une très grande satisfaction, et bien sûr que je suis très heureux du départ de Scarnato. Alors quelle tactique vous adoptez là? Qu'est-ce que vous avez dit à Scarnato avant le départ? Avant le départ, Scarnato, on sait qu'il part toujours très très bien, mais la tactique c'est bien évidemment de rester sur ses roues d'abord et d'essayer de garder le contact le mieux possible, mais la course sera très longue. Sébastien Gébert est extrêmement rapide sur la Suzuki numéro 2 et on verra s'il est en mesure de suivre, mais s'il n'est pas en mesure, il ne tentera pas le diable, d'autant qu'on a William Cos derrière qui va aller très 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 vite et qui serait capable de remonter éventuellement du temps perdu, on verra. Merci Christophe Guyot. Sébastien Gébert justement sur la Suzuki numéro 2 qui apparaît maintenant derrière Sébastien Scarnato et qui va l'attaquer dans quelques instants, 2 anciens pilotes de l'équipe de France, du reste Hervé Moineau. Oui, tout à fait Rémi, hein, c'est les pilotes que j'ai eu, Scarnato en 95 et Sébastien Gembert 96, 17, 18, et c'est vrai que là je vois sur ces images que Sébastien Gembert observe déjà un petit peu le leader de la course qui est Sébastien Scarnato, et je pense que Sébastien va certainement porter une attaque, je le vois très à son aise, pas du tout crispé sur la machine, et c'est vrai que n'oublions pas quand même qu'il a été le plus rapide sur les essais chronométrés, aussi sur les essais de nuit, et Sébastien Gembert paraît très à son aise. On voit que déjà les deux hommes commencent à creuser un petit écart. Bon, c'est pas encore... Même s'il était un petit peu stressé au départ, hein, comme toujours, c'était souvent son point faible dans sa carrière, sur les grilles de départ, même lorsqu'il était favori ou à domicile. Hein. Tout à l'heure, il n'était pas trop chaud pour répondre à Philippe au micro. Ça a toujours été un petit peu son problème, ça. Qu'est-ce que vous faisiez pour essayer de travailler ça avec lui? J'essayais surtout un petit peu de lui faire comprendre un petit peu quand il était plus jeune que la course moto, c'est aussi un spectacle. Je dirais, il faut faire participer les gens qui sont autour, les gens qui regardent le petit écran et aussi les spectateurs. Mais je crois que Sébastien sait aussi qu'une course comme le Bol d'Or est une course où l'erreur n'est pas permise. Là, il aurait peut-être pu déjà attaquer, mais il sait aussi qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est un enjeu extrêmement fort. Et c'est vrai que là, on voit d'ailleurs que Sébastien Scarnato ralentit un peu le rythme. D'ailleurs, ça revient. Philippe? Oui, avec Pierre Liveux, le patron de chez Freeback et le team manager par conséquent de cette machine R7 pilotée par Mathieu Lagrive, ça se passe bien. Et pourtant un petit handicap de puissance pour cette machine, mais on vous a vu au déjeuner, vous étiez très très confiant.
Oui, absolument, je suis confiant, là ça se passe très bien, il est en 7e position. Les ordres, c'était pas effectivement de chasser tout le vent, de pas se laisser décrocher pour l'instant. Je crois que il y a encore, c'est qu'un début de course, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai qu'on a l'handicap de la cylindrée, mais je pense qu'on a l'avantage de l'agilité de cette moto. Et je suis toujours extrêmement confiant concernant l'arrivée. Merci Pierre Libeux. Et l'Alsacien Libeux qui croit dur comme fer en la victoire, et pourtant ce sera un exploit parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment archi favorites ces Suzuki, Hervé. Oui, elles sont favoris, bien entendu, parce qu'en plus les équipages sont très homogènes, les teams connaissent parfaitement leur métier, mais je crois que c'est ce qui fait la beauté des courses d'endurance. Rien n'est joué à l'avance, on voit sur ces images, là on se régale des premiers tours en tête. Et Scardato résiste pour l'instant. Scardato qui résiste à Sébastien Javert, et d'autres anciens pilotes que vous avez eus sont dans l'équipe junior de Suzuki, ils sont bien placés également, c'est chaud là au virage. Oui, tout à fait, je pense que là c'est certainement Julien Dacosta qui est aux commandes de la machine du junior team numéro 72, et je pense que Sébastien devrait peut-être fournir un petit peu l'effort maintenant, car en fait... parler de Jambert, parce qu'ils s'appellent Sébastien tous les deux devant. Sébastien Jambert, je pense qu'il devrait certainement, pour éviter un petit peu le contact par rapport aux hommes qui suivent, s'il se sent un petit peu plus à l'aise, je pense qu'il devrait peut-être passer la vitesse supérieure pour éviter justement de laisser penser aux poursuivants qu'il est possible d'être sur le devant de la scène, car n'oublions pas que là on voit les images à la télé, mais les pilotes pensent aussi au... En moins, donc 10% de puissance en moins, c'est d'une logique irréfutable. Donc là, notre politique de course est très simple, nous allons faire une course d'attente et nous allons attendre un petit peu les événements. Donc sachant qu'on ne peut pas gagner à la régulière. Sa machine n'ayant pu la faire repartir après sa chute, et il doit rejoindre le stand certainement. On voit que Sébastien Scarlato essaye de freiner au maximum, et Sébastien Jambert est passé. C'est fait, il est passé, Sébastien Javert devant Sébastien Scarlato. C'est donc votre ancien élève de l'équipe de France et ancien pilote de Grand Prix qui est en tête pour l'instant. Pour la piste, là pour l'instant les commissaires font la 83 je pense. Travail, là, je suis à côté pratiquement du pilote là. C'est la machine du motoclub de Cannes je pense, avec Alexandre Lagrive, le frère de Mathieu, Frédéric Terrier et Jean-Louis Tranois. Voilà, la machine est poussée sur le côté. Et là c'est un endroit qui est très très chaud, je peux vous dire. Et des graviers sont sur la piste. Et effectivement on les voit, il y a des graviers sur la piste. Au moment de la chute de la 83, le pilote qui est en train de ramener la machine le long du muret, un endroit extrêmement rapide. Et d'ailleurs Rémi, ce dégagement qui a été créé par le fait que la piste a légèrement changé de position, ça a permis surtout à la machine de ne pas rebondir et de ne pas revenir sur la piste. Et une expansion qui va être transformée à partir de l'année prochaine, le prochain bol d'or, il y aura un autre virage, et là on sera une petite... et l'intervention du pace car déjà. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gravier sur la piste. Et ça, à cet endroit où on est en pleine réaccélération sur un petit rapport, ça peut être dangereux. Et on voit les commissaires venir avec justement des balais de façon à intervenir le plus rapidement possible. 12 minutes de course, le Pescar est en piste, voyez le classement avec donc Sébastien Jabert sur le numéro 2 qui est en tête devant Sébastien Scarlato sur la 94. Ça vaut pas les motos de devant, mais je pense qu'à la régulière, on peut se situer dans les 10. Merci Guy Bertin. Et des nouvelles de Pierre Chaput, vous savez que José Kuhn, l'ancien pilote de Grand Prix, est le chef de garage de cette équipe. Ils sont 24e pour l'instant, ils ont bouclé 119 tours contre 125 pour la machine de tête, la Suzuki numéro 2. Et on suit ici Sébastien. Notez qu'il n'y a pas d'Aprilia engagé, qu'il n'y a que 4 Honda, dont la Dafix. Donc on a entendu tout à l'heure Bernard Régonier expliquer les problèmes de cette machine. Et c'est vrai que sur le circuit de Nevers-Manicourt, avec toujours les Suzuki qui caracolent en tête, la Suzuki numéro 2 à un tour d'avance sur la Suzuki numéro 1. La GMT 94 est à 2 tours de la machine de tête. Le Junior Team est à 3 tours. Alors on vous rappelle que Fazwan a abandonné. Voici ici le classement, que l'équipe d'Afix de Christophe Cogan et Sébastien Charpentier et Bertrand Ster a abandonné. Que Zhongchen n'était pas présent. Et du coup, vous voyez le classement des 8 premiers.
Merci Philippe dans les stands, merci Hervé Manou à Christophe Cogan. Les deux Suzuki numéro 2, numéro 1 en tête devant la 94 et la 72. Ensuite la Yamaha 38 en 5e position. Voici le classement pour l'instant. On va se quitter et bonne nuit à vous. On se retrouvera le matin de 8h30 à 9h sur Eurosport, puis de 10h à 11h et puis ensuite bien sûr pour l'arrivée de ce 66e. Bonjour, ravi de vous retrouver à Magny-Cours pour le 66e bol d'or. Vous le voyez, le soleil ne nous a pas quittés, excepté bien sûr pendant la nuit. Pas de changement au classement. La Suzuki numéro 2 et la Suzuki numéro 1 sont toujours en tête avec quand même 5 tours d'écart en faveur de la numéro 2. Puis la 94 et la 72, 4 Suzuki en tête. Ce qui s'est passé, c'est qu'au virage d'Adélaïde, à la remise des gaz, une petite trace d'huile sur la piste et on était 3 à aller à la faute. Aux machines de tête, et grâce à des relais canons de William Coste qui est encore au guidon et qui effectue vraiment des temps vraiment records, et ben en fait il est à moins de 20 secondes de la seconde machine du CERT, la numéro 1 de Christian Lavieille, Philippe Daubé et l'Écossais Brian Morrison. La machine ressort des stands. Ah, c'est sûr, Hervé, qu'on est plus décontracté le lendemain matin avec 5 tours d'avance et 6 tours respectivement sur les deux Suzuki, sur 94 notamment, que forcément au moment du départ, lorsqu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Là, c'est quand même bien parti maintenant pour l'équipage de Sébastien Jabert, votre ancien élève. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'on sait que le bol d'or ne se gagne pas sur quelques relais. Hein. C'est une course très longue. Là, on voit William Coste qui a vraiment magnifiquement roulé toute la nuit, et là il met encore énormément de pression car il vient encore de réduire l'écart sur la numéro 1 qu'on voit en action, à mano pour ces deux Suzuki qui veulent absolument être devant. Et on les retrouve les Suzuki dans un instant au bol d'or après la pub. À tout de suite. La piste, c'est pour ça qu'il y a eu un problème tout à l'heure avec Philippe Debé. Les Suzuki sont tout de même en tête, 4 Suzuki en tête et dans les... Oui, en effet, c'est un moment clé. Hein. En fait, c'est vrai que le petit matin, c'est aussi l'accumulation de la fatigue. Là, on voit justement les chronométreurs, les mécaniciens. Il y a un peu une forme de lassitude. Mais par contre, tout peut arriver. Là, on a vu là justement un équipage privé aller à la faute. On a vu Philippe Daubé sortir de la piste. Tout à coup, il faut être très réactif. Les mécaniciens ne dorment jamais, doivent tout le temps être en éveil, s'alimenter. Et pour les pilotes, c'est pareil. On a vu William Coste, en fait, qui est en train d'un petit peu de fondre sur la Suzuki numéro 1, puisqu'en fait il a engagé le relais avec 19 secondes, maintenant il est à 14 secondes, donc en fait l'accumulation de fatigue n'est pas une excuse suffisante pour lâcher prise. Alors il y a quand même pas mal de chutes, là il faut aussi gérer et faire attention quand vous doublez les attardés. Oui, on prend pas de risques, hein, surtout qu'on est capable de faire des bons temps sans prendre trop de risques, donc on n'hésite pas à laisser 1 ou 2 secondes des fois quand vraiment il y a trop de monde sur la piste. Donc voilà, là la piste est un peu humide, il faut faire très attention aux bernes blanches. Donc là c'était prudent ce matin. Merci Jean-Michel Vanou. Oui, avec 5 tours d'avance, ils peuvent pour l'instant gérer. La 94 que l'on voit ici est en 3e position avec 13 secondes 6 de retard sur la Suzuki numéro 1. Alors on parlait hier des... Georges Geoffrin vient de nous montrer la Motoshop 35 et puis juste derrière on apercevait la numéro 65, la machine de José Kuhn, de Pierre Chapuis qui est toujours présente ici, qui fait un très beau bol d'or. Et la remise qu'on peut noter, c'est vraiment un très grand relais de William Coste qui vient de réaliser 1,42, c'est-à-dire il a 2 dixièmes du record de la machine depuis le début de ce bol d'or. C'est dire la vélocité du pilote, il n'est plus qu'à 9 secondes de la numéro 1. Place qu'on mérite tant, autant pour le team que pour tous nos partenaires, Motomax, le team DAP, les pneus Dunlop et tous nos partenaires qui nous accompagnent. Merci Jean-François Cortinovis. On a aperçu une belle glisse de la moto numéro 38 au freinage il y a quelques instants, la moto qui nous vient de l'Isère, Hervé. Oui, d'ailleurs il n'y a pas que les pilotes de tête, on voit William Coste justement forcer un petit peu le passage pour justement ne pas perdre de temps dans les attardés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont un petit peu dans l'ombre mais qui roulent au maximum de leur capacité et surtout de leur machine, et c'est vrai que la nouvelle réglementation nous permet de voir très peu d'écart au niveau des machines. On voit William Coste qui slalome justement au travers de machines privées et on voit bien qu'en performance pure, en fait il n'y a pas tellement d'écart. On voit bien que William est obligé de forcer le passage sur l'entrée, là il rentre dans la partie très technique d'Imola qui précède le droite du château d'eau, et on voit bien que les pilotes de pointe doivent vraiment forcer leur talent pour faire la différence.
Hervé, on va rappeler que vous avez gagné les 8 heures de Suzuka en 83 avec Hubin, et ça c'est la plus belle course d'endurance au monde, vous êtes d'accord, même si bien sûr le bol et les 24 heures c'est quelque chose de particulier pour les Français? Oui, c'est vrai que les 8 heures de Suzuka, c'est vraiment une épreuve très particulière, mais chaque style d'épreuve, hein, puisque maintenant c'est vrai qu'entre le Master, le championnat du monde endurance, on voit toutes sortes de courses d'endurance, mais c'est vrai que le bol d'or reste l'épreuve phare, hein, c'est vraiment très important de gagner le bol d'or. L'épreuve est 6 heures pour tourner dans des temps tout à fait honorables de 43,5 sur le petit matin. Donc c'est vrai qu'ils ont fait une très belle course. Malheureusement, ils ont connu un petit souci aussi de chauffe. Et donc, mais bon, c'est la course. Hein. Merci Alexandre Kowalski. Alors Philippe de Michel qui a brillé, qui du coup n'a pas dû beaucoup dormir. Alors le sommeil c'est un paramètre durant la nuit pendant des courses de 24 heures. Vous dormiez, vous étiez obligé de dormir. Vous dormiez au moins un quart d'heure, Hervé Moineau. Oui, je pense que c'est surtout les pilotes qui découvrent l'endurance ont tendance à dormir parce que c'est vrai, il y a l'effet forcément de fatigue, c'est inhabituel dans la vie de tous les jours, on n'est pas amené à toutes les heures 20 à fournir 50 minutes d'effort, mais c'est vrai que là c'est plutôt une question de tempérament, il y a des pilotes qui ne peuvent pas dormir car s'ils dorment un peu, n'arrivent pas à retrouver un rythme. Moi je sais que je me connaissais bien et j'avais besoin de ce sommeil justement pour fournir le genre d'effort qui est en train de fournir la William Coste, qui est un pilote d'expérience, car c'est vrai que là justement sur ces actions-là, on voit William rentrer justement sur le freinage d'Adélaïde, qui est un freinage où les machines arrivent quasiment à 280 km/h. Là, il faut absolument être très réactif sur la machine. C'est quasiment le rythme d'un Grand Prix, et c'est vrai que là, il faut vraiment être sûr de soi. Hervé. Oui, Philippe. Avec Mathieu Lagrive. Mathieu toujours aussi souriant. Pourtant le bol d'or ne vous a pas souri. Hein. Vous avez été malheureux alors que vous avez fait une superbe course. Oui, comme j'ai dit au départ, j'allais partir prudent pour faire une belle course. Malheureusement, au bout d'une heure, on a une fuite d'eau et de surchauffe. Donc jusqu'à 2h du matin, on a perdu 25 tours. Et puis depuis 2h du matin, on attaque et on remonte fort. Maintenant, voilà. Est-ce que vous arrivez tout de même à vous faire plaisir en étant relativement loin au classement? Ça commence à être dur, mais bon. On est là pour rouler, mettre du gros gaz et puis on fait voir qu'on est très vite. Merci Mathieu. Mathieu qui va bientôt prendre le guidon de la numéro 17 Freeback. Oui, qui est en 10e position pour l'instant, Hervé Moineau. Oui, Philippe, on peut tirer un coup de chapeau justement à cet équipage qui n'a pas lâché prise malgré les multiples problèmes, car c'est vrai qu'ils n'ont pas été épargnés. Hein. Je pense que c'était une machine qui pouvait éventuellement un petit peu bouleverser un petit peu le quatuor de tête que l'on voit actuellement, hein, parce que c'est vrai que c'est une machine pilotée par 3 pilotes très très motivés. Hein. Hervé Moineau, avec William Coste à son guidon, le GMT est remonté à 6 secondes de la Suzuki numéro 1. Ah oui, là c'est vraiment superbe, et justement, hein, on avait tendance à penser que les jeux étaient faits, et là j'ai pu discuter dans la nuit justement avec Christophe Guyot, qui était très très concentré, car là évidemment il ne roule pas, hein. Là il remplit à merveille son rôle de team manager, il était très présent sur les recommandations, sur les petits détails de fonctionnement de son team, et c'est vrai que cette machine peut peut-être éventuellement mettre de la pression sur la numéro 1 du team CERT. Hervé, oui, Philippe. Juste un petit mot de Christophe Guyot. L'espoir revient pour essayer d'être second. Oui, c'est sûr que tout le monde est réveillé. C'est vraiment super. Je crois qu'une fin de course fantastique s'annonce. En tout cas, on va se battre. On va faire tout ce qu'on peut pour essayer de devancer le numéro 1 à l'arrivée. Merci Christophe Guyot. Voilà, il y a encore beaucoup de motos de la matinée. Notamment ce qui s'est passé depuis que l'on s'est quitté tout à l'heure. Valérie Morello de Motojournal vient nous rejoindre. Valérie, bonjour. Bonjour. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose dans la dernière heure. Si ce n'est que ce qu'on voit là, c'était sur le coup de 9h du matin. On avait un duel acharné entre la Suzuki numéro 1 qui se trouve en 2e position et la 94 avec William Coste là, qui faisait le forcing pour repasser en seconde position. Il a fini par le faire. Là-dessus, on a eu quelques ravitaillements pour les deux machines et les choses se poursuivent. C'est toujours le duel entre cette Suzuki numéro 1 et la 94 et c'est un petit peu ce qui anime cette course à cette heure-ci, parce que c'est vrai que les choses s'étaient un petit peu tassées cette nuit. Oui, ça s'est décanté. C'est vrai que Georges Geoffrey nous remontre ces images juste après qu'on soit quitté tout à l'heure vers 9h02, 9h03. William Coste double son adversaire et dans le même tour après l'avoir doublé, les deux machines vont s'arrêter pour ravitailler.
Voilà, elles sont rentrées en même temps dans les stands et la 94 avec Busseuil est repartie juste devant la numéro 1 qui repartait avec Morrison. Là, la bagarre s'est engagée et entre Morrison et Busseuil, c'était un coup à toi, un coup à moi. Et pour l'instant, on est encore très serré puisqu'il y a quand même 22 secondes entre les deux machines. C'est encore tout peut encore se jouer pour la deuxième place. Giovanni Busseuil face à Brian Morrison, c'est-à-dire des étrangers, il n'y a pas que des pilotes français. Busseuil, il est italien, même s'il parle le français couramment. On l'a croisé en mondial Super Sport, en championnat du monde Superbike, il a été champion de Superbike italien. Et puis Brian Morrison, ben là on le connaît, il a été... percé un radiateur et maintenant on a des problèmes de chauffe. On a remplacé le radiateur, mais je pense qu'on est allé un peu loin dans la chauffe. Philippe dans les stands. Avec Christophe Guyot, 50 secondes de la numéro 1. Alors encore un petit problème technique qui vous a fait perdre justement quelques secondes. Oui, c'est un problème auquel on ne s'attendait pas du tout. On a recassé une patte de pot d'échappement, donc on a préféré quand même assurer avec un rissant pour éviter que le pilote puisse perdre le silencieux et éviter la chute en tout état de cause. C'est vrai qu'on pourrait se passer de le faire, mais on préfère éviter la chute. Les consignes aux pilotes, là, c'est l'attaque? Oui, de toute façon, on va tenter jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Merci Christophe. Bon, les faits de course, on en a décidé autrement. Bon, c'est comme ça, c'est l'endurance. Maintenant, il va falloir tout de même se méfier de la 94. C'est vrai qu'on a redonné goût à la 94 pour chasser la deuxième place du podium. Et ça va pas être facile, surtout que William Cost roule très vite. Bon, après, ses équipiers sont un petit peu moins rapides, mais bon, c'est pas évident. Merci Christian Lavigne. La numéro 59 qui est en 12e position, puis Infiniteam en 13e position. Ensuite, c'est JLC Moto et le Ducatim qui est 15e. Et aussi parce que les Suzuki officiels sont bien managés, ont des bons pilotes. Mais bon, on ne peut pas dire que ça a été un échec Michelin ce week-end. Ah non, pas du tout. Quand on regarde les chronos que nous avons actuellement, nous avons tourné toute la nuit dans les meilleurs temps de toutes les machines. Bon, je pense que nos pneus étaient à la hauteur. D'autant plus que pour la 94, ça se passe très bien. Tout à fait, nous avons encore une machine sur le podium et la course n'est pas finie. Merci Serge. Il reste effectivement un peu plus de 4h15 de course. Alors ce travail là, Valérie, c'est le panotage, c'est le chronométrage. Pour cette moto, elle va phénoménalement bien. C'est la dernière course de la R7 aujourd'hui? Malheureusement. Merci Pierre Limé. Et oui, une moto qu'on ne reverra plus, Valérie Moreno. Oui, c'est la dernière fois qu'on voit sortir cette R7. C'est vrai qu'on voit que maintenant, la génération montante, c'est la super production. Oula, ça a été chaud là entre l'équipe de Christophe Guyot et la machine qui la suivait. Un petit geste d'ailleurs d'énervement du pilote. Sébastien Scarlato qui a fait un petit geste. Parce que la 94 est toujours à la poursuite de la Suzuki numéro 1. Elle l'a toujours en ligne de mire à un tour. Donc selon les passages et les arrêts au stand, ils sont à un tour ou à quelques secondes. Et donc on joue quand même la deuxième place là. Donc à cette heure-ci, sur la piste, on ne rigole plus. Des nouvelles de Moto 1, l'équipe de Pierre Chapuis sont partis, sont en 26e position, juste derrière Cotard 25e et Zone Rouge 24e. Oui, surtout que dans la nuit, Christophe Guillaume me glissait à l'oreille qu'il essayait justement de gagner un tour, voire deux tours sur chaque relais, parce que c'est vrai que c'est très important d'essayer d'aller au maximum de la consommation des machines, pour au final, peut-être, comme explique Valérie, avoir la chance de ne pas tomber sur un demi-relais pour l'arrivée, parce que c'est vrai que des fois, quand les machines se battent pour des écarts infimes, le fait de devoir s'arrêter quelques tours avant le drapeau à damier peut faire perdre une place, et donc ça, tout est calculé, tout doit être anticipé, et c'est vrai que si les pilotes se livrent au maximum, comme c'est le cas pour Sébastien Scarlato que l'on voit à l'écran, dans le team, tout doit être organisé au niveau des changements de roue, minimum d'erreurs, il faut absolument être concentré, mais même si la fatigue est là, c'est difficile, tout peut se jouer avec un rien. Là on a vu tout ce qui s'est passé là sur ces derniers moments, on pensait que la course était jouée, et les courses de 24 heures sont impitoyables, il peut toujours se passer quelque chose. Philippe dans les stands. Justement, avec Christophe Guyot, Hervé Moineau vient d'expliquer ce qu'était l'endurance, qu'il pouvait se passer quelque chose à tout moment. Ça veut dire que vous y croyez toujours à cette heure-ci?
à la victoire, qu'il y a une chute. Oui, bien sûr qu'on croit toujours. On est à 4 heures de l'arrivée, mais de toute façon, la 3e place qui nous tend la main, si on a la chance d'arriver au bout, nous satisferait et me rendrait vraiment très très heureux parce qu'on s'est battu vraiment à la régulière avec Dominique Mélian. C'est vrai qu'on n'a jamais été en mesure de l'attaquer directement, mais on a été très très présent et je crois que ce sera une grande fierté pour l'équipe. Cela dit, vous avez été malheureux en début de course avec les pescades. C'est vrai, bon, ça fait partie de la course. Maintenant, d'autres ont été plus malheureux que nous dans d'autres situations. Et de toute façon, on se satisferait beaucoup d'arriver. Merci Christophe. Stéphane Milochaud qui vient de chuter, on vient de le revoir. Puis on va revoir le dépassement ici de Sébastien Scarnato et puis le point levé pour votre ancien élève Hervé Moineau. C'est ça que vous lui avez appris en équipe de France? Oui, je pense que Sébastien là a surtout C'est l'équipe de France de boxe alors. Voilà, un petit peu, hein. C'est vrai que ce que je disais un petit peu il y a quelques années, c'est vrai que les relais d'endurance peuvent être un peu comparés à des rounds de boxe. C'est vrai qu'à chaque fois c'est un combat, les pilotes sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que là je pense que Sébastien Scarnato a surtout eu un peu peur de ne pas pouvoir d'être obligé un petit peu de monter sur le vibreur. Et c'est vrai que c'est surtout par peur qu'il a fait ce geste, parce que c'est vrai qu'il n'a pas trop de temps à perdre à discuter avec le pilote qui vient de doubler. Valérie Moreno. Et on parlait tout à l'heure du temps à gagner dans les stands et si on fait un petit peu attention à ce qui se passe au moment des ravitaillements, on a peut-être pu noter, enfin les plus attentifs ont peut-être pu noter qu'il y avait des petites choses qui changeaient au niveau des ravitaillements, puisque depuis quelques courses, il y a quelques teams qui ont modifié leur façon de faire, c'est-à-dire qu'on rentre, au lieu de rentrer la moto au stand, de faire l'essence et après de faire les roues, c'est-à-dire enlever les roues, remettre les roues neuves et repartir, on rentre la moto au stand, on enlève les roues, on fait l'essence, on remet les roues. Et visiblement, c'est quelque chose que des teams... Alors là, on a aujourd'hui la Yamaha, les deux Yamaha 17 et 15 qui opèrent de cette façon-là. La 94 aussi qui opère de cette façon-là. Et on va appeler ça le ravitaillement à la japonaise. Tout simplement parce que c'est un ravitaillement, un style de ravitaillement qu'ils ont découvert avec les cabines Honda qui ont gagné les 8 heures de Suzuka. Et ils se sont rendus compte qu'en enlevant d'abord les roues, on gagnait un petit peu de temps sur l'attrapage de la roue neuve à mettre. On pouvait aussi vérifier la machine pendant que l'essence se faisait. On était plus prêt pour regarder les plaquettes et des choses comme ça. Et que finalement, on pouvait gagner une seconde et demie. Et que finalement, il y a des choses qui se jouaient aussi dans les stands pour ces petites secondes-là. Il y aura également une dernière manche du championnat du monde d'endurance. Ce sera à Vallelunga. Ce sera également sur Eurosport en fin de saison. Voici le classement après 20 heures de course. Il en reste un petit peu moins de 4. Les Suzuki toujours en tête. 3 Suzuki aux 3 premières places. Bol d'Or, il reste 34 minutes de course avec toujours en tête, comme tout à l'heure lorsque nous nous sommes quittés, les deux Suzuki numéro 2 et numéro 1 qui sont séparés de 3 tours. En 3e position, le GMT 94 à 5 tours. Un mot encore de Bertrand Stey. Il est arrivé à un problème sur la GMT 94 avec Giovanni Bussai. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour le pilote italien, l'ancien champion d'Italie de Superbike? Bon, effectivement, j'avais pris des nouvelles un peu du GMT avec qui j'avais roulé aux 24 heures de Schorsleben et ils ont dû perdre à peu près 3 tours suite à un problème de patte de pot d'échappement. Et il s'est avéré que c'est Giovanni Bussai qui appuyait un petit peu avec sa botte sur ce pot et les vibrations faisaient que la patte de ce pot d'échappement cassait. Et ils ont mis un petit peu de temps pour se rendre compte que c'était effectivement lui qui appuyait sur le pot. Et bon, maintenant c'est un problème qui est résolu. Ça c'est quoi? C'est un manque d'expérience pour un garçon qui découvre un peu l'endurance, Hervé Moineau? Je ne pense pas que ce soit un problème d'expérience, c'est surtout un problème de gabarit, de position sur la moto. Et c'est vrai que quand le pilote pose, c'est le talon forcément, puisque les pilotes posent la pointe du pied sur les repose-pieds, ça peut créer un effet au niveau des vibrations, car on sait que les motos vibrent, et les pots d'échappement sont montés sur signal bloc, c'est la partie arrière, c'est la partie silencieuse et exigeante, et le niveau maintenant très élevé, on ne peut pas revenir officiellement pour se contenter de faire des places d'honneur. Parce que Christian Bourgeois, vous le connaissez bien, ça fait 39 ans qu'il est dans la moto, c'est un gagnant, il fait toujours tout pour gagner. Les pilotes peuvent avoir une forme de lassitude et dire après un bol d'or, stop. Valérie Moreno, pour Motojournal, vous avez tourné également dans le paddock. Est-ce que depuis la dernière intervention, vous avez quelques petites informations supplémentaires à nous donner? Écoutez, non, parce que les choses n'ont pas vraiment beaucoup bougé. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé. Par cette malencontreuse chute de Bernard Cusin qui a fini de miner le moral de l'équipe d'Endurance Moto 38 qui essayait tant bien que mal de préserver cette place juste derrière les Yamaha, la Yamaha officielle et la Freebike, la R7 de Freebike.
on a remballé le cœur serré du côté de la 38 et ça sera une course à effacer de sa mémoire chez Moto Endurance. Philippe dans les stands. Avec Christian Aquin qui a chuté au petit matin avec cette 38, cette Yamaha qui était très bien placée en 4e position. Et puis là, presque un drame, hein. On a vu notre copain Bernard Cusin être évacué en ambulance. Qui en tête et des garçons qui viennent des Grands Prix, qui ont tous une expérience en Grand Prix, qui vont s'imposer. Hervé Moineau. Oui, pour la seconde fois cette saison, car n'oublions pas qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans. Devant l'autre Suzuki, et c'est vrai que autant Jean-Michel Bell, Nicolas Dussauge et Sébastien Jambert ont des expériences diverses, mais ils ont tous les trois couru en Grand Prix dans des catégories différentes. Pour la victoire, ça a été difficile pour eux. C'est vrai que là ils ont eu du mal à jouer la victoire. Je pense que la Freeback avait vraiment ses chances pour jouer la victoire. C'est plus difficile qu'à l'époque où il y avait une vraie Honda d'usine, des Yamaha d'usine et des Kawasaki d'usine. C'est sûr que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Peut-être, mais on a vu quand même une Yamaha triompher sur une course de 24 heures cette année, c'était celle de Moto Endurance 38. Ça a été un petit peu la surprise, même si Moto Endurance 38 avait déjà gagné en 99 là-bas au Schurchleben et que c'est un circuit peut-être un peu particulier dans sa configuration et qui permet à la YAM de s'exprimer. C'est sûr, les Suzuki sont dominatrices et il est évidemment plus facile de gagner avec une Suzuki. Ça n'enlève en rien les qualités des teams et des pilotes qui sont là devant. Il y a 3 Suzuki sur le podium, c'est vrai, mais sont aussi des champions. Philippe dans les stands. Et on va demander à Christophe Guyot. Christophe Guyot, vous allez vraisemblablement finir 3e avec cette machine de superproduction. Est-ce que vous n'avez pas, premièrement, le sentiment que le règlement est très bien fait pour les Suzuki et deuxième chose que justement ce règlement favorise les machines privées qui sont désormais très très proches des machines officielles? Oui, les règlements favorisent les machines privées, c'est évident, puisque nous avons des moteurs 100% standard. Non, concernant la domination des Suzuki, simplement, oui bien sûr que la domination existe, mais non pas par le modèle lui-même, mais simplement parce que personne dans les bonnes écuries, je pense, a décidé de choisir la Yamaha R1 ou la Honda CBR, parce que je suis persuadé que ces motos sont aussi performantes que les Suzuki G6R, c'est mon opinion. Je ne vous cache pas que si je pouvais tenter un nouveau challenge l'an prochain... Avec une Honda je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien tenter un nouveau challenge pour essayer de démontrer que pour moi c'est pas forcément la Suzuki la meilleure moto. Maintenant le team de Dominique Merlian, oui c'est le meilleur, ça c'est certain. Et je crois que c'est d'abord ce team-là qui est difficile à battre avant la moto. Merci Christophe. Hervé Moineau, vous qui avez couru pour Suzuki, votre avis? Bon, c'est clair, hein, ils sont pros depuis longtemps, le certes, mais est-ce qu'avec une Honda, une CBR ou une R1, on pouvait le régulier gagner les 3 courses du Master cette année face à la Suzuki? N'oublions pas que la Suzuki, c'est pas une machine qui vient de sortir cette année. Il y a quand même un vécu, il y a une expérience, et c'est vrai que on a vu des dominations Honda par le passé, Kawasaki, maintenant c'est le tour de Suzuki. Je pense aussi que Yamaha et Honda vont pas en rester là, hein. Ce sont des marques qui ont été toujours très présentes. Pourtant Yamaha nous annonce, Jean-Claude Demille nous disait que Yamaha Motor France ne s'engagera pas officiellement la saison prochaine. Hein. Oui, mais bon, la machine existe, hein, comme l'a dit Christophe Guillot, la machine est bonne, même si Yamaha ne s'engage pas officiellement, il y aura certainement des très bons teams qui pourront éventuellement choisir l'option de la marque Yamaha. Et je crois que ces épreuves sont tellement populaires et tellement importantes dans le monde de la moto que une domination ne peut pas être une domination de longue durée. Et je crois que chez Suzuki, les dirigeants en sont pleinement conscients. Et je crois que sur ces épreuves, l'enjeu est tellement fort qu'on ne peut pas penser que ça va durer éternellement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, lorsque j'ai essayé un peu de polémiquer avec vous, Valérie et Hervé. Vous voyez, il n'y aura pas de Yamaha officiel l'an prochain. Kawasaki, vous avez entendu le patron Christian Bourgeois. L'effort va être fait et par Yamaha et par Kawasaki, Yamaha Motor France, donc pour le mondial super sport très probablement. On se tourne pas vers des belles années pour l'endurance, Hervé, j'ai l'impression. Ou en tout cas, bien sûr, sauf si on est dans le camp de Suzuki, ça, de ce côté-là, c'est la fête complète. Oui, mais je suis curieux de voir Christophe Guyot s'engager avec la Honda pour voir ce que ça va donner. N'oublions pas aussi les efforts qui sont faits par les différents constructeurs aussi pour venir en MotoGP, hein, puisque maintenant ce sont des machines 4 temps, et il est sûr que les services développement sont peut-être aussi très, très occupés.
c'est pas impossible aussi que certaines marques préfèrent peut-être attendre pour revenir au plus haut niveau, car c'est vrai que les courses d'endurance sont tellement exigeantes et le niveau maintenant très élevé, on ne peut pas revenir officiellement pour se contenter de faire des places d'honneur. Pour la première course qui avait lieu ici, voilà le drapeau d'Abier. La Vieille, Morrison et Laurent Briand pour une partie avant qu'il tombe malade avaient gagné l'an passé. Et c'est l'autre Suzuki, l'autre équipage qui s'impose debout sur la machine, Nicolas Dussauge, qui s'impose ici. Ils étaient favoris au cercle, restait à savoir laquelle des deux machines allait s'imposer ou bien si Christophe Guyot allait pouvoir les battre. Dominique Mélian heureux, on a aperçu Sébastien Montet de Dalob qui vient le féliciter parce qu'il y a une double victoire Dalob, même si le GMT est équipé de pneumatiques Michelin. Alors il n'y a pas eu beaucoup de rebondissements, mais c'est peut-être aussi du fait d'abord des machines qui sont plus fiables, mais également de la température, des conditions atmosphériques, Valérie Moreno. C'est vrai que la piste qui restait sèche et les conditions climatiques qui sont restées tout à fait favorables tout au long de cette épreuve n'ont pas amené de rebondissement particulier. Bon, c'est aussi une bonne chose. C'est un bol d'or sous la pluie, ça n'a jamais été très rigolo, ni pour ceux qui regardent, ni pour ceux qui roulent. C'est vrai que ça enlève un des paramètres de la course. Il y a forcément des gens qui donnent beaucoup, qui sont très performants. C'est une équipe qui existe depuis plus de 20 ans. Les machines ont bien marché. C'est quasiment une course parfaite. Je rappelle que la dernière course de championnat du monde endurance, Vallelunga, ce sera sur Eurosport en fin de saison. La troisième place pour l'équipe de Christophe Guyot avec il y a un garçon, Giovanni Busseil, qui ressemble un petit peu à Jésus-Christ, ce blond barbu italien qui a remplacé au pied levé Christophe Guyot et qui termine sur le podium, on le découvrira dans quelques minutes, dont la maman a de hautes fonctions dans la ville de Sestrières où seront organisés les Jeux Olympiques d'hiver. Et Madame Busseil peut être fière de son fils qui n'a pas participé souvent à l'endurance et qui attaque par un podium, Hervé. Oui, et puis pilote très éclectique. Oui. Avec William Coste. William, vous avez tout donné, vous étiez vraisemblablement un des plus rapides en piste, mais rien à faire contre les deux machines qui sont à côté de nous, là, les deux machines de Dominique Mélian. C'est vrai qu'elles sont très bien préparées ces deux machines et bon, ils n'ont eu aucun problème et bon, je peux que féliciter leur team, c'est vraiment très bien pour eux. Nous on a eu deux petits pépins qui nous a coûté un petit peu cher. On a pu recoller à la numéro 1 passer un moment, mais bon, les aléas de la course ont fait que c'est comme ça. On finit 3, on est quand même content, on avait échoué au pied du podium au Mans et c'est parfait pour nous. Ça fait des années là que vous échouez un petit peu alors que vous ne commettez jamais d'erreur en course et que vous êtes toujours un des plus rapides. C'est vrai que chez Honda on a toujours eu on va dire les meilleurs pilotes, là, encore l'an dernier avec Fabien Fauré et Sébastien Gimbert. On a toujours parlé, on a toujours fait les meilleurs chronos, mais bon c'est vrai que sur le papier on était les mieux placés et puis finalement à chaque fois on échouait dans rien quoi. En tout cas, quel succès populaire, on a parlé de 70 000 spectateurs pour ce bol d'or, ici ce que disaient nos confrères, on vérifiera les chiffres, en tout cas il y avait énormément de monde, vous pouvez le constater sur ces images de notre réalisateur Georges Geoffrey, un beau spectacle, le soleil partout, oui Philippe. Avec Sébastien Scarnato, rassurez-nous, vous n'allez pas arrêter vous l'endurance, vous êtes en pleine forme. À chaque course on en a envie en tout cas. C'est plus que dur, c'est vraiment des courses extrêmement difficiles. On a vraiment l'impression à mi-course d'être plus bon à rien, qu'on va jamais y arriver. À chaque fois on se demande ce qu'on fait là et c'est vrai qu'on pense à chaque fois, à chaque fois on a envie d'arrêter, mais bon, non, je pense que je vais continuer encore un peu. Merci. Oui, je vous rappelle que Michael Maschio, après Pichon qui a été champion du monde, que Maschio a été champion du monde 125 de motocross tout à l'heure, ça nous fait déjà 2 champions du monde en motocross, Maschio et Pichon, bravo à eux. Souhaitons que Fabien Forêt et Arnaud Vincent les imitent en fin de saison. Et on pourra dire alors qu'on a eu une très grande saison.